Musique, Atelier, résidence, théâtre, la MJC dans tes oreilles. la chronique sur l'actualité de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix. Globule Radio 90.5. Le film événement Bigger Than Us était projeté à la MJC de Chamonix. Flore Vasseur, la réalisatrice de ce documentaire, était présente pour un échange. Et elle était accompagnée d'associations de la vallée, dont Inspire qui lutte pour la qualité de l'air, ainsi qu'Amnesty International et Arve Réfugiés. Durant cet échange, Flore Vasseur revient sur son film, présenté en 2021 au Festival de Cannes. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, allez-y, il est disponible sur de nombreuses plateformes. Mais cet échange avec les associations revient surtout sur la notion de l'engagement, notamment dans la vallée de Chamonix, et de cette nouvelle génération d'activistes dont il est question dans le film. Merci beaucoup Flore pour ce film assez bouleversant mais inspirant en voyant toute cette nouvelle génération d'activistes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est construit ce film, comment s'est fait la relation aussi et la rencontre avec Melati, le fil rouge du film? Alors ça vient d'assez loin en fait. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'écris, que je crie un peu dans le désert, que je fais des films, des reportages, pour essayer de prévenir les adultes que on va vers quelque chose de très difficile. Et puis c'est lié à ma propre expérience. Enfin, moi, j'étais entrepreneur à New York très très jeune. J'ai vécu le 11 septembre et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment plus possible de cautionner ou d'incarner cette histoire-là. Et puis je me suis mis en quête de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Et c'est vite dit, mais grosso modo, je suis rentrée dans un chemin d'investigation, d'écriture. J'ai fait beaucoup d'économies pendant mes études, donc j'ai commencé par décortiquer le système économique. J'ai écrit 4 livres, des romans, des fictions, qui m'ont permis de toucher à d'autres formats d'écriture. Et en même temps que je travaillais cette matière, que je décortiquais la finance, la technologie, etc., j'ai eu besoin de m'équilibrer en allant rencontrer les personnes qui proposaient des autrement, des autres façons de voir, des autres façons de construire, des autres façons d'échanger, etc. Et donc j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, d'activistes, de lanceurs d'alerte, jusqu'à faire un film avec Edward Snowden à Moscou. Donc on est 3 dans le monde à l'avoir fait. Je ne sais pas bien pourquoi il m'a reçu moi, mais bon voilà, du coup je l'ai fait. Et j'étais persuadée avec ce film que les adultes allaient comprendre en fait, qu'ils allaient envie tous de devenir comme Edward Snowden et de mettre leur corps en travers de la route pour prévenir les autres, pour essayer de faire autrement, etc. Et je me suis rendu compte que ce film avait l'effet exactement inverse. C'est un film que j'avais fait pour Arte, puisque les gens qui voyaient le film me disaient oui, c'est génial, il est stellaire, il est magnifique, il est extraordinaire, mais tu sais, précisément, moi je ne vais pas changer parce que précisément, je ne suis pas Snowden. Donc, je me suis rendu compte que tout mon travail ne servait à rien. Et puis, au même moment, mon fils de 7 ans m'a posé la question que tous les parents redoutent, qui est « Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir ». En fait, il démarrait une éco-anxiété, et bien que je connaisse le capitalisme par tous les morceaux, que j'ai interviewé les personnes les plus impressionnantes sur le sujet aujourd'hui, y compris sur la crise climatique, j'étais incapable d'expliquer à mon fils avec des mots à lui quelque chose qui pourrait prendre et vraiment dont il pourrait vraiment se servir. Tout ce que j'arrivais à lui dire, c'était des concepts que moi j'avais appris, qui étaient des trucs de vieux avec les mêmes experts qu'on voit toujours partout et qui lui parlaient pas. Enfin, même un Snowden, ça lui glisse dessus. Alors chez les adultes aussi, mais chez les enfants, c'est encore pire. Et je me suis dit, si j'arrive pas à convaincre les adultes et qu'à mon fils, j'arriverai à lui expliquer, il faut que je fasse de ces 2 impuissances quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais essayer l'urgence absolue, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre à cette génération, d'expliquer à cette génération ce qu'elle peut faire. Donc ça date de 2016. Et très vite, littéralement le même jour après cette conversation avec mon fils, qui a duré quelques temps, je suis tombée sur la piste de Melati, qui à l'époque avait 16 ans, et ça faisait déjà 4 ans qu'elle essayait de faire cesser la vente et la distribution de sacs plastiques sur son île. Et je me suis dit, ça c'est une histoire géniale pour mon fils.
Je m'étais sortie de cette discussion en lui disant, je te promets, je ferai un film sur la pollution. Bon, bah voilà, j'avais tout de suite mon perso. Donc, je suis allée, entre guillemets, dans le jargon, on dit la faire, pardon. Mais voilà, je suis allée la rencontrer. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais faire mon petit film sur les enfants. Puis, je vais retourner à mes sujets de grands. Moi, à force, j'étais devenue spécialiste de l'influence de l'argent en politique. Un vaste sujet. Et sauf qu'en rencontrant Melati, je suis tombée à la renverse parce que tout ce qu'elle me disait, c'est ce que Snowden me disait, c'est que voilà, c'était pareil, sauf que ça sortait du corps d'une toute jeune fille, qui plus est magnifique, métisse, pas du tout élevée comme nous. Enfin bon. Donc j'ai trouvé ça complètement bouleversant et enthousiasmant. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte, enfin elle m'a expliqué que elle en était déjà à son 2e burn-out. Ça faisait 4 ans qu'elle agissait. Que ça allait pas assez vite, qu'on n'allait pas assez vite et qu'elle se sentait trop seule. Et pour avoir travaillé avec Snowden et les autres, la solitude, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, mais c'est complètement létal pour les activistes. Souvent, ils arrêtent ou ils s'arrêtent eux-mêmes par trop de solitude, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir faire ce qu'elle doit faire à sa place, mais je peux l'aider en lui montrant qu'il y a d'autres jeunes, c'était une intuition, qui font plein de choses partout. Et c'était bien avant Greta, c'était bien avant tout ça. Et en fait, très vite, j'ai repéré Mohamed, René, Memory, etc. Parce que comme vous l'avez vu dans le film, ils ont démarré très très tôt. Et il y a eu forcément un collègue journaliste qui à un moment a parlé d'eux. Mais c'est une micro-goutte d'eau dans un océan de poubelles, de décharges de news complètement débiles. Donc c'est très difficile à voir. Enfin, c'est pas si difficile, ça demande un peu de temps, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai été contaminée par ce projet. Puis après, on a dû vraiment beaucoup structurer l'enquête pour qu'on arrive à quelque chose, voilà, qui, j'espère, vous a pas trop ennuyé, ni lâché, ni perdu. Mais voilà, c'est après beaucoup de travail, quoi. Mais du coup, avec nous ce soir, il y a 3 autres associations qui touchent directement au sujet du film, notamment l'écologie, les droits humains, etc. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film en général et comment s'est construit votre engagement? Moi, je l'ai déjà vu cet après-midi, ce film, et je le trouve bouleversant, mais aussi, très dur, parce que on vit dans un monde qui tourne complètement carré. Il y a vraiment pas grand-chose qui va très bien, quoi. Et notre façon de faire, qui est décidée pas par les petites gens, pas par tout le monde, fait qu'on est dans ce système qui détruit tout ce qui nous entoure, détruit l'humanité, détruit. Au bout du compte, ça nous détruit tous. Et si je parle d'ici, tout d'un coup, ici c'est pas glorieux non plus. En Haute-Savoie, 1 personne sur 10 meurt de la pollution de l'air. C'est quand même, c'est nous qui polluons notre espace. Il y a aussi tous ceux qui sont contaminés par d'autres pollutions, les pesticides, tout. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est très dur à encaisser. Mais moi, une fois que j'ai compris certaines choses, et moi aussi, il y a 20 ans que j'ai découvert tout ça. Et au début, maintenant, ça s'appelle l'éco-anxiété. Je comprends, maintenant, il y a un mot dessus. Mais moi, j'étais écrasée, oppressée par tout ce que je ressentais, par tout ce que je voyais. Et j'avais l'impression d'être un peu seule au monde. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup moins seule quand même, parce que c'est sûr que maintenant, on en parle beaucoup plus. Et d'être dans l'action, ça permet de guérir un peu tout ça et de se dire, je fais tout ce que je peux. Et puis j'espère quand même, j'ai toujours l'espoir, même si des jours c'est plombant, j'ai toujours l'espoir qu'on va quand même finir par sortir par le haut de tout ça. Ça va pas être très simple, mais il faut qu'on devienne plus humain, qu'il y ait bien plus de bienveillance, qu'on s'occupe bien plus de nous, de ce qui nous entoure, de l'écologie intérieure, humaine, et de l'écologie de la planète. Parce que sinon, la vie sur Terre, c'est juste ça multiplié par tout le monde, quoi. Donc, je dis juste mon ressenti par rapport à un film comme celui-là. Moi, j'ai été, subjugué par les personnes qu'il y a dans ce film.
et je me suis senti tout petit. Et c'est déjà, ça fait la deuxième fois que je le vois, parce que je l'ai vu cet après-midi avec les collégiens. Et c'est vrai que je me suis senti tout petit et ça m'a renvoyé à un écho. L'écho, mais moi, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, je faisais quoi? Je pensais à quoi? Et en fait, c'est vrai que ça m'a donné une sorte de frisson. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai toujours cru en nos capacités collectives de nous dépasser. Et là, c'est des exemples qui sont très très forts. Et des exemples que personnellement je vais garder en tête, mais je crois que je suis jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose de très très fort et qui personnellement me donne espoir. Je pense que le pire, ça serait de dire plus rien, à quoi bon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Enfin, en tout cas, se trouver les bras ballants. Et là, c'est des exemples qui disent, non, on va se retrousser les manches et on va démarrer quelque chose ensemble. Donc voilà, ce film, j'ai trouvé admirable. Oui, merci. C'est un film très fort, très beau, effectivement. J'aurais énormément de choses à dire dans plein de sujets. Je vais peut-être rester simplement sur des sujets qui me concernent plus particulièrement. Ce qui m'intéresse aussi dans ce film, c'est qu'il y a des points communs avec ce qui se passe dans la vallée, avec nos associations qu'on représente ici ce soir. C'est ces initiatives privées. En l'occurrence, ici, elles viennent beaucoup des jeunes. Nous, on peut pas dire que ce soit vraiment à partir des jeunes, mais c'est exactement le même phénomène quand même. Ce qui se passe en Grèce avec l'arrivée des migrants, à un moment donné, un certain nombre de ces migrants finissent par arriver, y compris dans notre belle vallée ici. Et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ils le jouent plus ou moins. Parfois, c'est souvent en traînant les pieds. Et donc, il faut à un moment donné que des citoyens, pas forcément préparés, des citoyens se retroussent les manches, d'abord prennent conscience du problème, et puis agissent concrètement. Alors, très concrètement, à Chamonix, par exemple, en avril 2016, sont arrivées 2 familles de réfugiés qui avaient effectivement passé tout le périple des réfugiés, une famille de Kurdes irakiens et une famille syrienne. Pour arriver ici, alors je vais juste prendre des exemples comme ça. Alors on se dit formidable. C'est-à-dire que effectivement, vous avez tous en tête le souvenir de la photo du petit Eliane, le petit enfant syrien sur une plage de Turquie, qui a fait la une de tous les journaux du monde. Grosse mobilisation des pouvoirs publics à ce moment-là, des gouvernants. L'Europe, les 28 de l'époque, se concertent et décident finalement de se répartir un certain nombre de ces réfugiés qui affluaient par millions. Je dis par millions, qui affluaient aux portes de l'Europe. Et il y a donc une répartition chiffrée. La France s'est engagée à en accueillir 37 230. Ça a été ratifié par un accord européen. Certains pays n'en voulaient pas, la Hongrie, la Pologne. La Pologne qui aujourd'hui s'enorgueillit, c'est un autre sujet, mais on pourra en parler aussi. La même Pologne qui voulait, il y a 2 mois en arrière, utiliser les fonds de relance européens pour construire un mur anti-immigrants, faut pas l'oublier quand même. Bon, donc la France s'était engagée à en accueillir et le gouvernement français a demandé à toutes les communes de France de mettre des logements à disposition pour accueillir les réfugiés qui fuyaient la guerre de 3 pays, l'Érythrée, l'Irak et la Syrie. Finalement, après des tas d'atermoiements, la France n'en a accueilli que 3600 sur 32 700. Et voilà, c'est comme ça que 2 familles sont arrivées ici. Alors on se dit c'est formidable. Donc à ce moment-là, il y a des bénévoles qui se sont organisés pour venir à côté des pouvoirs publics aider ces familles-là. Quand je dis à côté des pouvoirs publics, c'est qu'ils étaient scolarisés, il y a eu des cours de français pour les adultes, etc. Et les bénévoles ont aidé ces familles. On pourrait se dire c'est formidable. Actuellement, c'est vrai que les familles ont un travail. Certaines familles ont eu encore d'autres enfants. Ils ont un travail, ils ont un logement, ils sont totalement autonomes et bien insérés à Chamonix. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Voilà qu'il y a 1 an à peu près, une des familles a eu la chance de voir arriver les parents de madame, alors, pratiquement 70 ans tous les deux, qui fuyaient l'Irak, où ils étaient menacés de mort. Ils ont changé 6 fois de domicile en 1 an, en se cachant dans des caves, etc. Une fois passé le plaisir, la joie de retrouver cette famille-là,
les bénévoles ont aidé aussi les parents à constituer un dossier. Et voilà que, parce que je suis désolé, je ne vais pas être trop long, mais de faire un tout petit peu d'analyse politique quand même. Voilà que ces parents de 70 ans qui avaient fui la guerre, qui fuyaient la mort là-bas, ne pouvaient pas être régularisés en France parce qu'ils étaient ce qu'on appelle dublinés. C'est-à-dire qu'en vertu d'un corps européen Dublin, qui veut que les réfugiés ne puissent être admis que dans le premier pays où ils ont déposé leurs empreintes. Voilà qu'ils étaient passés dans leur périple depuis l'Irak, qui a duré 6 mois aussi. Ils étaient passés en Croatie et qu'un fonctionnaire zélé de la Croatie leur a trempé le doigt dans l'encre et a pris leurs empreintes. Résultat, le couple de 70 ans ne pouvait pas être régularisé en France, pas à Chamonix où il y a leurs enfants et petits-enfants, il fallait les renvoyer en Croatie. Je dis ça simplement parce qu'il y a des aberrations qui sont bien énoncées dans le film, mais ce sont des aberrations terribles de notre législation européenne et française. Tout le monde est contre Dublin. Le Parlement européen a fait je ne sais pas combien de motions, mais tout le monde continue d'appliquer Dublin, les accords Dublin. Voilà. Je vais arrêter simplement. Donc, il aurait fallu les renvoyer là-bas. Donc, que fait l'association ? Des procédures, prendre un avocat, trouver, etc. Finalement, ils ont eu le droit de déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides, de protection des réfugiés et apatrides. Dossier refusé, selon les critères de Genève, la Convention de Genève de 1951, si les gens sont menacés de mort ou menacés simplement dans leur pays, ils doivent avoir l'asile dans le pays dans lequel ils arrivent. On n'a pas tenu compte de ça. Asile refusé. Ils vont en commission de recours, s'il y a un recours possible, refusé de nouveau. Et aujourd'hui, ça date de 8 jours maintenant. Aujourd'hui, ils viennent de recevoir une fin de non-recevoir définitive de leur séjour parmi nous. Ce que je veux dire simplement, c'est que on a envie de s'engager pour aider des gens et qu'en fait, il faut se bagarrer surtout contre des administrations ou contre des trucs politiques. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, mais c'est vraiment... Alors, un dernier mot quand même, je suis très 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 heureux de voir la forte mobilisation d'accueil des Ukrainiens, mais je pourrais vous parler jusqu'à demain matin des difficultés d'intégration des jeunes Africains, par exemple, que nous accompagnons. Nous accompagnons une centaine de jeunes majeurs, plus un certain nombre de jeunes mineurs africains, dans la vallée de l'Arve, et je vous assure que ce n'est pas les mêmes facilités que pour les Ukrainiens. Voilà, je suis désolé d'être un peu long et d'avoir fait un peu d'analyse politique. Non, merci beaucoup pour le témoignage sur votre combat. Et justement, vous le disiez, vous êtes un peu découragé parfois face aux administrations, etc. Et justement, le film, est-ce que son but, c'était pas de montrer des motifs d'espoir en présentant cette nouvelle génération, en montrant ces jeunes qui s'engagent, et est-ce que ce soit dans l'écologie, dans l'accueil des réfugiés ou dans les droits humains, vous ressentez cette nouvelle vague d'activistes et cette nouvel élan? Je veux bien répondre un tout petit peu sur le nouvel élan au niveau des jeunes. Nous, au niveau d'Amnesty International, les impressions que je vais vous donner, c'est vraiment à travers le monde. Vraiment, je quitte un peu. On est tout à fait conscient du problème des choses évoquées localement, etc. J'essaie simplement de vous donner un regard par rapport à ce que voit Amnesty au niveau de la jeunesse à travers le monde. Le hasard fait qu'il y a plusieurs années, Amnesty, à travers une action qui s'appelle Génération Z, n'y voyez aucun lien avec les Z qu'on évoque à l'époque. Maintenant, Amnesty a mené des enquêtes à travers le monde et a constaté, comme Flore à travers ses rencontres, qu'il y avait une dynamique au niveau des jeunes en ce moment. Puisque la population mondiale, pratiquement, il y a 40% des personnes qui ont moins de 25 ans. Donc ça nous préoccupe beaucoup en tant que mouvement sur un ensemble de choses au niveau de la population, au niveau des déplacements, parce qu'on sait très bien que ça va être inéluctable, les déplacements de population à travers le monde, que cela va monter en flèche
que c'est pas simplement Jakarta qui va être inondé, qu'il y a d'autres lieux. Donc il faut anticiper sur ces choses-là. Les mouvements des jeunes sont très porteurs. Et on constate à travers notre mouvement, qui s'appuie sur la Déclaration universelle, que dans plusieurs pays, cette valeur de la Déclaration universelle, c'est un bien commun de l'humanité et qui est partagé par des gens qu'on voudrait nous présenter avec des sensibilités différentes à travers des rites, à travers des religions et des choses comme ça. Pour nous, c'est un point très important de voir que ces valeurs sont partagées à travers le monde. Sachez qu'Amnesty est quand même implanté dans 150 pays, qu'il y a à peu près, comme nous, à peu près une dizaine de millions de personnes à travers le monde qui ont l'habitude de se rencontrer. Et donc ces mouvements porteurs se trouvent à être partagés là. Si je reviens un tout petit peu sur ce que nous avons vécu dans la vallée de l'Arve depuis une 50aine d'années et au regard d'Amnesty à travers la France. Au tout début, il y avait très peu de militants. Le nombre de militants a augmenté, s'est impliqué, et on voit apparaître, notamment dans des établissements scolaires, ce qu'on appelle dans notre jargon des antennes jeunes, très motivées. Pour l'instant, il n'y en a pas dans ce secteur. Mais je peux vous dire que sur Chambéry, depuis à peu près 5 ou 6 ans, il y a des jeunes dans des lycées qui sont très très porteurs, pleins d'enthousiasme, et c'est très encourageant de voir qu'un relais peut être pris de ce côté-là. Cet après-midi, les jeunes que nous avons eus dans cette salle avaient plein de questions. Peut-être que vous aussi, un peu plus âgés qu'eux, vous pouvez avoir plein de questions pour Flore parce qu'elle a fait un travail remarquable. Du coup, peut-être même question, Anne. Est-ce que toi, tu vois sur ce combat, sur le combat que tu mènes pour la qualité de l'air dans la vallée de Chamonix, je sais pas, une nouvelle vague de militants arrivés plus jeunes, comme on les voit dans le film de Flore? Alors ici, la mobilisation pour l'environnement, elle n'est pas récente du tout. Donc on a des gens qui sont investis depuis longtemps et des gens qui tiennent le coup. Et les motivations, enfin les générations plus nouvelles, récentes, elles picorent un petit peu. Elles s'investissent 6 mois, 1 an, et après elles vont dans une autre association sur un autre thème. C'est des gens très motivés, très ouverts sur le monde, et il faut composer avec. C'est un petit peu différemment. Avant, on avait des bénévoles. Une fois qu'on avait des bénévoles, ils restaient pendant 5, 10 ans plus. Et aujourd'hui, ils arrivent. Il faut faire avec et prendre ce qu'ils ont à offrir, et puis savoir qu'il faut souvent recomposer. Et je veux dire quand même, je vous donne la parole. Je veux juste dire quelque chose par rapport à la mobilisation, c'est que quand même que moi je suis toujours émerveillé. Aujourd'hui, l'association elle a 7 ans. Il y a 470 personnes qui versent une cotisation de 10 € par an pour montrer qu'ils soutiennent l'association. Mais il y a surtout 140 bénévoles qui, au quotidien, accompagnent des jeunes, font énormément de choses. Par exemple, on a en permanence un peu plus de 50 jeunes hébergés, soit dans des familles d'accueil, et quand je dis hébergés dans une famille d'accueil, c'est du 24-24, sans date butoir, et avec souvent l'argent qui va avec, etc., et un accompagnement au quotidien, mais aussi dans des appartements. On loue 8 appartements entre Cluses, Salanches et Passy pour héberger des jeunes majeurs qui ne trouvent pas, pour la plupart, à être hébergés dans le privé. Et là, chaque jeune bénéficie de 1 ou 2 référents adultes. Et tous ces bénévoles-là, il n'y a pas un seul salarié, il n'y a pas 1 heure de salarié dans l'association. Tous ces bénévoles, c'est quand même un sacré engagement. Ma question, elle est pour Flore Vasseur. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les jeunes qu'on voit dans le film ? Oui, quasi, je dirais pas quotidiennement, mais au moins 1 fois par semaine. Oui, vraiment. Enfin, d'abord parce que ils ont partagé le film. Ils sont venus pour certains d'entre eux à certains moments du film. On a été sélectionnés à Cannes, donc il
il y avait beaucoup de restrictions sur les voyages, mais il y en a 3 qui ont pu venir avec nous. Quand on a sorti le film en France, il y en a 2 autres qui sont venus. Ils sont invités à des festivals de films avec le film sans moi, donc ils le défendent. Et puis si vous avez un peu de temps, je vous conseille d'aller voir notre site internet qui s'appelle Bigger Than Us, comme le nom du film, .film, où en fait on dit beaucoup plus de choses qu'on dit dans le film sur eux, et on met aussi tous leurs liens sur leurs médias sociaux, leur adresse mail, ce dont ils ont besoin. Et l'une des récompenses pour nous, pour avoir fait ce film, c'est quand ils me disent j'ai trop de courriers, c'est encore à cause de toi. Bref, il y a beaucoup d'enfants qui écrivent, qui envoient des poèmes, qui envoient des lettres, qui envoient des exposés, qui témoignent de ce que ça leur fait d'apprendre que Winnie existe, etc. Et ça, c'est un impact qu'on mesure pas. Ça pas d'argent, c'est pas tout ça, mais c'est énorme parce que je pense que on l'a dit, s'engager, c'est une décision qui est puissante. Elle n'est pas toujours facile à tenir. Et savoir que son histoire inspire d'autres à l'autre bout du monde, pour eux, c'est juste énorme. Donc oui, on est en contact. Et puis là, j'ai regardé le film avec vous, j'ai pris plein de notes parce qu'on pense très sérieusement faire une suite avec eux. Donc pour moi, c'est le début de l'histoire. C'est vraiment que le début, quoi. Merci pour ce film, Flore. La fin du film termine sur une question. Et toi, après avoir observé justement ces 7 visages, ces 7 personnes, selon toi, quel est le meilleur carburant? Quelle est la meilleure pierre sur laquelle on peut s'appuyer pour commencer à faire quelque chose? Alors, c'est pas une question, et toi, c'est une injonction. Voilà, c'est tout ce que ça demande, c'est je traduis, c'est d'avoir une bouteille d'eau, de sourire et de savoir dire salam. Et ça demande aussi toi. C'est ce que dit Melati. Mais disons que c'est une question, puisque ta question est vraiment excellente. Moi, tout mon point, j'entends, voilà, merci pour vos témoignages hyper engagés, de militance, etc. Et je connais la peine et la tristesse et la rage que c'est que de passer 99% de son temps à se battre contre son administration. Voilà. Mais eux, ce qu'ils m'ont raconté, c'est une autre histoire. Ils sont dans des pays qui se sont déjà effondrés, dans laquelle les adultes ont déjà disparu. La question de se battre contre l'État, contre tout ça, c'est d'une évidence absolue, mais ne serait-ce que pour survivre. Ce que j'ai compris, en fait, avec eux, c'est que quand on s'engage, ou si on s'engage, parce que on se dit que c'est notre devoir, que c'est notre responsabilité, que c'est notre morale, que c'est une profonde connexion religieuse ou je sais pas quoi, je pense qu'on va dans le mur. Je pense que ça marche pas, on ne tient pas. Leur carburant à eux, c'est la joie. Leur carburant à eux, et je te vois sourire, c'est que s'ils tiennent, c'est pas parce qu'ils ont tout à coup senti que c'était leur devoir de faire ça. Ils ont fait ça parce qu'il fallait survivre, et parce qu'ils ont survécu, ils ont emporté les gens autour d'eux, leur communauté. Ils ont trouvé une place, un rôle, une utilité, une communauté qui les aime et qu'ils aiment, dont ils ne sortiront jamais. C'est-à-dire que je peux vous donner des nouvelles de chacun d'entre eux. Ils sont toujours en train de faire ce qu'ils font, en plus, en mieux, en plus grand, en plus fou, en plus tout ce que vous voulez, mais ils sont toujours liés à cette histoire. C'est leur vie, c'est leur identité. Et donc, je pense profondément que le carburant sur lequel moi j'essaye de pointer, ce que j'essaye de dire, et oui, les adultes en général réagissent avec violence au film. Enfin, souvent c'est très dur pour eux. Pour les publics plus jeunes, j'ai jamais vu un enfant effondré après un film. Au contraire, ils ont plus envie d'y aller, quoi. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait une place pour eux. Ils ont senti que c'était un moyen de vivre, en fait. De vivre avec un grand V, de vivre en grand, de vivre avec d'autres qui pensent comme eux, de vivre en étant utile dans un monde où précisément on ne voit que de l'inutilité, enfin voilà, toutes ces inepties en fait. Et j'ai l'impression que
Enfin, moi, j'ai vraiment très, très envie d'insister sur ce message-là, parce que je pense qu'on ne tient pas une vie sur de la culpabilité, en fait. On tient une vie, on tient un rang, on tient une place, parce que ça rend joyeux. Et ça rend joyeux parce que ça rend vivant. Dans un monde qui, collectivement, a choisi la mort, plutôt. Je voulais vous féliciter, d'ailleurs. Ça m'a ému parce que je partage des valeurs de ce film et de les retrouver dans des jeunes où les valeurs et les normes c'est pas traduit de la même façon. Et justement, the main goal, comme elle a dit Mary, c'est justement ça, de faire aussi confiance à la vie. Et cette joie, moi personnellement, je la traduis en confiance. Première chose, le compliment. Et deuxième, c'est par rapport à Memory, que j'étais étonnée quand j'ai vu que la chef de tribu, c'était une femme, en fait. Et il a rien fait jusqu'à maintenant. Il fallait que Memory vienne là pour ouvrir les yeux ou faire remonter la voix de la petite communauté un peu plus haut et encore un peu plus haut. C'était vraiment comme on dit dans le niveau scolaire, le bottom-up, c'était vraiment appliqué. Et voilà comment ça se fait que la chef de tribu, elle a rien fait. Alors, je crois que c'est une incompréhension. Elle n'a pas rien fait du tout. Je croyais que votre question, c'était comment c'est possible qu'il y ait une femme chef au Malawi. C'était pas ça votre question. Votre question, mais en fait, alors c'est quelque chose que j'ai mal expliqué. Parce qu'en fait, la chef, c'est une star, au Malawi. Donc elle a vraiment 1 million de personnes qu'elle administre, avec énormément de fermeté et d'amour. Elle a arrêté les mariages forcés dans sa localité. Et au contraire, c'est elle qui a repéré Memory et qui a fait, comme d'autres femmes d'ailleurs, Memory, comme moi avec mes petits bouts d'articles, en fait, elle s'est appuyée sur les épaules d'autres personnes qui étaient déjà là. Et ça, c'est l'histoire que j'ai pas le temps de raconter dans le film. Mais si Memory est arrivée, c'est parce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient fait un bout du chemin, qui ont vu cette petite arrivée, parce qu'elle est vraiment toute petite, elle est plus petite que moi, vraiment, elle m'arrive là. Et extraordinaire, et ils l'ont vu arriver avec cette rumeur qui disait qu'il y avait une toute petite enfant, c'est Kirikou quoi, qui faisait arrêter les mariages enfin pas les mariages, mais en tout cas les viols c'est à peu près la même chose dans les villages, et il y a eu une entente en fait, à la fois à l'énergie de Memory, à la place de cette femme, à ce vent de la jeunesse, au fait que Memory élevait plein de filles. Qui tout à coup disaient non mais c'est vrai, finalement on peut dire non. Enfin bon. Donc c'est plutôt l'inverse. La chef, c'est vraiment quelqu'un d'hyper important. Mais pardon parce que j'ai du mal à expliquer. Je tenais à vous remercier, enfin tous de toute façon, parce que je pense que le maître mot il est là. C'est une question d'énergie. Moi, je l'ai ressenti particulièrement dans toutes les danses qui sont montrées, les danses des peuples qu'on dit natifs, mais les danses ou les arts d'une manière générale, puisqu'il y en a aussi qui chantent, qui slament et qui rament. Donc voilà, c'est dire aussi que tous ces gens, ils travaillent pas tout seuls et que donc ils sont au sein des groupes, ils sont au sein d'une communauté. Et je crois que c'est ce qui commence à faire sens beaucoup plus maintenant, et c'est ce qui donne de l'espoir. C'est la notion. Alors chez nous, il y a bien sûr la famille, il y a les cercles élargis dans tous les sens suivant ses passions, mais ensuite il y a aussi la notion de territoire. Et moi, je travaille pour un collectif qui s'appelle le collectif des possibles. Donc là, je souhaite pas monter sur scène parce que vous êtes tous déjà invités, représentatifs, mais on a tous envie de fédérer ces énergies et de dire où est-ce qu'on va et où est l'essentiel et comment est-ce qu'on transmet aussi, puisque on a pour la plupart de cette assemblée un certain âge, même s'il y a des jeunes juste à côté. Et je crois qu'on a vraiment ces choses à partager où nous on donne et eux ils donnent aussi. Enfin, on reçoit mutuellement.
Donc, au-delà des mots, il y a des sensations. Au-delà, comment est-ce qu'on transmet aussi des révoltes par le corps? Comment est-ce qu'on se mobilise? Voilà, vous n'êtes pas toute seule. Merci. Vous savez, j'ai la chance d'avoir fait un film et pas un livre, donc effectivement, j'ai pu mettre de la musique, des cris, de la route, et je pense que c'est ça qui vient résonner chez vous. Il y a d'autres qui seront plus rationnels et qui vont s'accrocher aux chiffres. Voilà, très bien. Il faut tout pour faire un monde, mais voilà, merci. Ouais, question. J'avais juste une question concernant le tournage. Au vu des sujets que vous abordez qui sont plutôt sensibles, est-ce que vous avez connu des difficultés ou des bâtons dans les roues, entre guillemets, par des autorités locales ou des gouvernements? Non, je vais vous décevoir. J'ai déjà fait des films difficiles. Celui-là était vraiment... Alors après, je pense que j'étais relativement portée. C'est-à-dire que je pense que j'avais beaucoup de force. Ça arrive quand vous êtes vraiment sûr d'être sur quelque chose qui est important pour vous. C'est pas tout le temps le cas. Je pense le plus dur, il y a plein d'endroits où ça a été compliqué à gérer, mais le seul endroit où on a eu un garde du corps, c'est au Brésil, et c'est vraiment l'endroit où je pense, on aurait pu prendre une balle. L'endroit où c'était le plus dur à vivre, c'était pour moi la Grèce, mais aussi le Malawi, un peu partout, quoi, en fait. Et là où c'était le plus folklore, parce que les autorités voulaient absolument pas qu'on tourne là, c'était la digue avec Melati qui marche sur son mur. Donc voilà, j'avais une fixeuse extraordinaire qui est allée au poste du police et qui a mis un bazar pas possible pendant 2 heures, histoire de retenir tous les policiers, le temps qu'on puisse tourner, quoi. Voilà, et là aussi, moi, j'étais pas seule. Je repense à Madame. Voilà, je suis toute seule là, très bien entourée, mais je veux dire, représentant l'équipe du film. La vérité, c'est que j'ai fait le film avec plein de gens merveilleux qui, quand l'un de nous était moins bien, dans le camion, ça se remettait à rigoler, ou voilà, où on s'est vachement épaulé en fait. Et même à l'écriture, il y a moi, puis il y a bien sûr la monteuse, et puis il y a le compositeur, et puis chacun prend. Moi, ce que j'adore dans un film, par rapport à l'écriture où je suis toute seule, c'est que moi, j'arrive avec une matière et que chaque corps de métier, comme une maison en fait, rajoute du beau et une interprétation qu'il a, et moi, ça me dépasse totalement. Alors, il y a des directions dans lesquelles je vais pas et je recadre, mais j'ai beaucoup de chance parce que je crois que on s'entend très très bien tous, et donc il y a une espèce d'émulation géniale. Donc on est loin des flics. Ça, j'y pense même pas en fait. Je pense que la difficulté, c'est plus comment revenir de ça. Mais voilà, la question des autorités, je crois que, malheureusement, je crois qu'ils s'en foutent en fait. Il y a un tel niveau d'impunité pour tout ce qu'ils font que on est vraiment, c'est ce que dit à chaque fois, cette phrase me glace, mais c'est ce que dit Winnie. Après, t'es chassé comme un moustique, quoi. Bon, je crois je pense que si vous avez eu ce coup d'émotion-là, c'est parce que, voilà, il y a cette froideur de la machine en face. Faut voir l'humain et il faut être choisir son camp, quoi. Bonsoir, merci pour le film, c'était top. Dans le film, il y a quelque chose qui ressort sur la suprématie blanche. Je pense qu'il y a une petite conjoncture par rapport à certains votes d'hier et ce qui risque de se passer dans 15 jours. On parle de choses qui sont passées pour ces jeunes, etc. Nous, on sait qu'il y a une sorte de flou qui risque d'arriver en France. Si ça se passe, si cette suprématie blanche arrive dans 15 jours au pouvoir en France, comment vous voyez un peu les choses? Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que ça vous donne un peu pas un regard, mais est-ce que ça donne des avances, des choses comme ça? J'aimerais bien vous dire que
des recettes pour traverser ça et protéger ceux que je peux. Pardon pour cette faute de français. Je pense que je suis relativement au courant de plein de trucs et capable d'encaisser. J'ai un déni total sur ce qui est en train d'arriver. Je crois qu'il y a une partie de moi qui refuse complètement ce scénario parce que j'arrive pas encore à trouver mon chemin là-dedans, en fait. Moi, c'est clair que... Mais vous savez, cette suprématie blanche, donc bien sûr, j'étais pas partie pour faire ça. J'étais pas du tout partie pour faire ce genre de film-là. Et en fait, je me la suis cognée dans chaque pays, en fait. À chaque fois, c'était la même histoire. Et donc voilà, j'en ai fait un des fils du film. Et j'ai profondément voulu faire un film universel. Mais cette suprématie blanche, elle s'incarne bien sûr dans des trucs beaucoup plus subtils et tout aussi insupportables. Et qui sont là depuis... Enfin, on n'aura pas eu besoin de Marine Le Pen pour la voir. Quand on a voulu faire le film, on a été chercher des financements auprès de grandes chaînes de télévision, etc. Et à chaque fois, on nous disait « Non, mais je comprends pas bien, pourquoi il n'y a pas plus de Français un peu blancs dans votre film ?» Et je parle de grandes chaînes de télévision, hein. Et c'était à chaque fois la même histoire. Et donc nous, on s'est raccroché à un chiffre qui est 80%, alors 40% de la population a peut-être moins de 18 ans, mais 80% des moins de 18 ans, 80% des moins de 18 ans habitent hors d'Occident, donc ils sont pas blancs. Moi, j'ai fait un film pour eux. Voilà. Peut-être que mon film sera interdit, peut-être que j'en sais rien. Je pense que ça vient très loin, et que c'est pas que Marine Le Pen, c'est aussi Zemmour, qui a fait un score incroyable dans le 16e arrondissement à Paris. Voilà. Donc c'est pas qu'un problème de race, c'est un problème de classe sociale qui a peur de perdre. Je crois qu'on est dans un pays qui a décidé de mourir tranquille. Et je le vois dans le résultat des élections, mais je le vois aussi dans la façon dont aucun programme, à quelques exceptions près, n'a fait de la place à la jeunesse. Sur le point de départ qui était que les jeunes ne votaient pas, ils votent pas parce qu'ils sont dans aucun programme. Donc c'est effectivement, il y a un espèce de truc autoprophétique là-dedans. Et que ça vient profondément de loin, en fait. Il se trouve que j'ai pas du tout 18 ans, vous en doutez, mais voilà, je trouve que je suis une femme et que j'écris. Vous n'imaginez pas, à mon petit niveau, le nombre de courriers que je prends dans la figure, et ça vient pas d'Instagram, hein. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais tous les jeudis ou tous les mardis la dernière page de La Croix. La Croix, on est d'accord, c'est pas... Voilà. Je me prenais des courriers d'insultes parce que j'étais une femme qui prenait la parole. Donc on est dans un pays qui est profondément conservateur. Marine Le Pen n'est pas un accident de l'histoire. Elle est au plus profond de nos valeurs, elle flatte des peurs qui sont attisées par un certain nombre de choses. Zemmour, pareil. Voilà, et c'est une dérive qui me fait très peur, au-delà d'elle. C'est-à-dire que je la vois dans la décision des politiques avant elle. Regardez ce qu'on a fait de la jeunesse pendant le Covid. On lui a mis un masque sur la figure et on lui a dit « sors pas parce que tu comprends, tu vas contaminer les personnes les plus âgées ». Et moi, ça me révolte. Est-ce qu'à un seul moment, on demande aux plus âgés de changer leur mode de vie pour que peut-être nos enfants puissent vivre et respirer autrement, arrêter avec leur bagne. Enfin, je ne vais pas commencer, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va bien au-delà d'elle. Voilà. Donc surtout ne pas considérer que c'est un accident. De toute façon, ça fait 2 fois qu'elle est au 2e tour. On va commencer à comprendre. Ah, 3 fois Le Pen. Ouais, mais elle 2 fois. Bon, d'accord, ok. Je vais pas vous dire que j'existais pas avant, mais ouais. Et après, il y aura... Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est profondément ancré. Et donc, voilà, elle est aujourd'hui l'incarnation de ça. Donc, interrogeons-nous dans ce que l'on laisse passer tous les jours. Et donc, moi, je vous ai parlé à mon niveau sur cette histoire de film. Et donc, la résistance qu'il faut poser sur, mais non, je ne veux pas incarner cette histoire-là, en fait. Oui, juste pour compléter, la bagarre qu'on mène au quotidien, c'est pas uniquement contre l'administration. Derrière l'administration, il y a des politiques. Et
je pourrais multiplier les exemples, mais aujourd'hui, un certain nombre, malgré le combat de Cédric Héroux, qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 6 juillet 19, a reconnu que le délit de fraternité, le délit de solidarité n'existait pas, que c'était une valeur républicaine que la fraternité. Or, il avait quand même été d'abord 6 fois en garde à vue et il avait 8 mises en examen. Oui. Eh bien, aujourd'hui encore, à Briançon, toutes les nuits, il y a des reportages de temps en temps, mais toutes les nuits, il y a un chassé-croisé, un jeu de chat et de la souris entre des bénévoles qui, à ski, à pied, en pleine nuit, jusqu'à 4 heures du matin, vont essayer de chercher et d'aider des migrants dans la neige, en basket quand ils sont pas en tongs, et qui essayent d'échapper à la police. Toutes les nuits, la gendarmerie patrouille, à pied et en voiture, pour arrêter les migrants, mais arrêter aussi les gens. Enfin, j'ai encore en tête aussi le discours de notre président de la République en février 2018, qui, à Calais, assimile les associations qui distribuent la soupe aux migrants à des passeurs. Non mais, enfin voilà, quand on est un peu dans le bain du truc, on se dit, ça fait des décennies qu'on ne peut plus parler d'immigration en France parce que la famille Le Pen a mis la main mise sur ce truc-là, et aujourd'hui, on croit que ça fait appel à... D'ailleurs, si on en parle, faut pas en parler parce que ça fait monter les extrêmes, etc., etc. Et du coup, il y a une lepénisation des esprits et des politiques, notamment en matière d'immigrants. Alors, effectivement, il y en a qui en ont fait leur fonds de commerce, notamment dans cette campagne, mais même les autres n'en ont pas dit grand-chose. Tout le monde est pour renforcer les frontières. Alors, enfin, relisez le programme tout simplement du candidat sortant, enfin du président sortant, sur le renforcement des frontières, par exemple. Oui, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que ce problème n'est pas franco-français. Hein. On le trouve, si on recule, on le retrouve au niveau de l'Europe, et on le retrouve dans plein de pays du monde. C'est-à-dire que ce phénomène de dictature larvée à différents niveaux. Hein. C'est-à-dire que nous, au niveau d'Amnesty, quand on utilise le mot dictature, généralement, on va parler de dictature où des gens sont enfermés quelque part. Quand des personnes au niveau de notre pays, dans l'ordre d'une manifestation, vont parler de dictature parce qu'on leur oblige de porter un masque, on relativise quand même. Hein, il y a un curseur à placer. Mais nous, dans nos observations, dans le rapport annuel que vous pouvez... il n'est plus besoin d'être acheté maintenant, vous pouvez le télécharger sur Internet, vous pouvez voir pays par pays, c'est un constat général à travers le monde. Mais par contre, ce que l'on constate, c'est que chaque fois que des autorités cherchent à gêner, à arrêter, à persécuter une personne parce qu'elle est militante comme ça, c'est de plus en plus le cas, chaque fois qu'il y a une mobilisation populaire, chaque fois qu'il y a une mobilisation plus générale à travers le monde, et je prendrai le cas de quelqu'un qui vient d'être libéré en Égypte, quelqu'un qui s'appelle Rémi Chati, qui après 2 ans passés en prison parce que c'était un militant palestinien qui était en Égypte, eh bien, cette pression internationale a fait que ce militant a été libéré. Bon, vous allez me dire, il y en a un, mais on peut constater que si on utilise des méthodes identiques dans le temps, eh bien, on peut continuer. C'est-à-dire qu'au niveau local, nous avons entendu aussi les mêmes choses. Pour aborder, je vous donne juste un petit exemple. Nous avions la possibilité de faire témoigner une ancienne condamnée à mort. Nous avons fait du porte-à-porte dans la vallée pour savoir si une commune pouvait accueillir son témoignage. Nous avons trouvé très peu de communes qui ont accepté de recueillir son témoignage. On a eu des gens qui nous ont dit « Non, on ne va pas aborder le problème de la peine de mort. On a réglé le problème en France et c'est fini. » Parce qu'ils ne voulaient pas aborder la discussion avec des gens type
Le Pen, etc., tout cela. C'est-à-dire que quelque part, si on arrive à créer un groupe de pression, et notamment à travers le travail que l'on peut faire conjointement au niveau des associations. On constate que, entre autres, quand les portes de la MJC sont ouvertes ici pour faire Remballe ta haine, et si on peut continuer dans des actions de ce type-là, eh bien, petit à petit, on avance. On avance, on crée des liens, on crée des mouvements d'opinion qui nous permettent d'agir. Dites-vous bien une chose, c'est que dans les personnes qui travaillent avec Arves Réfugiés, il y a beaucoup de gens qui sont aussi des militants d'Amnesty. Dans les personnes qui sont, à travers la France, dans les mouvements de défense de l'environnement, vous avez aussi des militants d'Amnesty. Parce qu'Amnesty, par exemple, ne va pas prendre position sur quelque chose comme ça. Parce qu'on se place dans un cadre universel, en s'appuyant, chaque fois j'y reviens, à cette fameuse déclaration universelle. Mais sachez que on se crée au niveau humain des limites, mais dans le militantisme aussi, on s'engage. Mais je crois on a des dynamiques communes, il faut les utiliser, il faut s'inscrire dans le temps. Quand on voit les témoignages des jeunes qui sont là, je me dis à un moment ou à un autre, le jeune qui est par exemple dans les favelas au Brésil, on risque de le voir arriver dans des actions qu'on va mener au niveau d'Amnesty. À un moment ou à un autre, il risque sa vie, il le dit à un moment. Merci à toutes et tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure l'échange ici. Vous pourrez prolonger bien entendu la discussion avec les associations qui sont présentes. Merci encore à Flore Vasseur pour le film et d'être venu ce soir. Merci aux associations et merci à vous tous d'être venus. Et je rappelle que vous pourrez du coup réécouter cet échange sur Globule Radio si vous voulez le partager, comme j'ai dit, à vos amis, à votre famille. Il sera disponible sur Globule Radio. Merci à tous.